bienvenue pour cette session de communication libre en gynécologie médicale. Donc on n'est pas très nombreux, mais les meilleurs sont là, je n'en doute pas. Donc c'est des communications, vous avez vu, qui sont très courtes, 10 minutes seulement par présentation. Donc je crois que les consignes, c'était 6 minutes de présentation et 4 minutes de questions. Comme il faut qu'on tienne le temps quand même, surtout qu'il y en a certainement qui ont des trains à prendre, des avions. Je propose d'arrêter, voilà, entre 6 et 8 minutes, vous pouvez continuer si c'est... Mais à 8 minutes, je vous arrête pour qu'on ait quand même le temps de poser une ou deux questions. Voilà, et donc on commence tout de suite avec le docteur Patrick Fournet qui va nous parler des IVG médicamenteuses et des réseaux sociaux. Alors, merci au collège, merci Madame Cateau-Jonard de nous accueillir et je vais essayer de remplir le premier défi, puisqu'il faut montrer l'exemple. Donc, je vais vous parler de réseaux sociaux et d'IVG médicamenteuse et je vais essayer de vous convaincre que cette nouvelle science qui est l'infodémiologie que je vais vous présenter peut nous permettre d'avancer parce que l'on va connaître ce que les patientes nous disent à travers les réseaux sociaux. Donc, c'est une étude qui a été faite d'abord pour définir l'infodémiologie. C'est un domaine de recherche scientifique axé sur l'analyse des contenus relatifs à la santé publiés sur Internet, dont le but premier est d'améliorer la santé publique. Donc il y a des conséquences dont nous devrions tenir compte. L'objectif, c'était de faire un état des lieux des témoignages relatifs aux expériences des femmes dans l'IVG médicamenteuse. Comment cela a-t-il été fait? C'est-à-dire qu'une société, Capcode, s'est plongée dans le web et s'est plongée dans plusieurs sources Internet, vous voyez Doctissimo, Féminin, Facebook, Journal des femmes, et a dans ses posts, dans ses déclarations faites par les internautes, analysé toutes les posts qui pouvaient avoir trait à l'IVG. Alors bien sûr, il y a un nettoyage des données qui sont faites pour éviter certaines données qui pourraient fausser les études, et on sélectionne ainsi des messages d'internautes, on sélectionne un certain nombre de messages faits par un certain nombre d'internautes. Je passerai sur la méthodologie très rapidement puisque le temps m'est compté, mais sachez qu'il existe des techniques de traitement automatique du langage qui nous permettent aujourd'hui de faire ce genre d'exercice. Alors tout de suite, on va passer au biais méthodologique puisque on est sur Internet, on est sur des déclarations personnelles, donc comme vous le savez bien, les gens vont surtout sur les réseaux sociaux pour dire que ça ne va pas bien. Mais on verra qu'il y en a tout de même quelques-uns qui sont venus dire que les choses allaient bien. Il y a des biais de sélection, il y a le biais du fait que ce sont des témoignages spontanés et que ce sont des autodéclarations. Quels sont les thèmes en matière d'IVG médicamenteuse qui sont abordés par les internautes? Eh bien, elles aiment à apporter un récit de leur expérience d'IVG médicamenteuse. Elles ont aussi parfois besoin d'une aide communautaire et elles vont parler de leur douleur, de leur saignement et de leur vécu psychologique essentiellement. Vous voyez ce que l'on retrouve sur Internet. Pour le deuxième médicament, moi j'avais pris 2 cachets d'affilée le dimanche soir, il ne s'était rien passé pendant 2 jours. Je vous laisse lire un petit peu tout ça, mais vous voyez qu'elles ont besoin de s'exprimer, et c'est ça qui est important, et c'est ça qu'on va analyser pour pouvoir en tirer des conséquences. Quels sont les messages clés des thématiques de discussion? C'est ce que je venais de vous dire, les femmes ont besoin d'aller, il y a un rôle communautaire de cet épanchement sur les réseaux sociaux, ou en tout cas sur les forums. Et elles s'expriment également par leur manière de déposer ces posts sur les réseaux sociaux et sur les forums, d'un besoin d'information, et c'est probablement là-dessus que l'on pourra travailler après, parce que ces méthodes peuvent être renouvelées, ces analyses peuvent être renouvelées très facilement, et on obtient, comme vous vous en doutez, beaucoup de données quand on s'y intéresse. L'intérêt de l'étude est également de se focaliser sur deux thématiques, les douleurs et les saignements, qui sont signalés, vous voyez, dans 14% des posts. Bonjour à tous, j'aurais une question. Voilà, j'ai effectué une IVG médicamenteuse fin juin. Les saignements se sont arrêtés il y a environ 1 semaine, mais a repris quelques jours plus tard. Et aujourd'hui, j'ai encore des saignements avec des caillots. Est-ce normal? Elles posent des questions et elles attendent des réponses. Et peut-être que ce sera à nous d'y répondre, en tout cas de trouver les moyens pour y répondre par des méthodes qu'il reste encore à évaluer. Certaines expriment un récit positif d'une IVG médicamenteuse. Il faut le noter, c'est tout de même important. Quels sont les principaux termes médicaux qu'elles utilisent dans les messages? Douleur, saignement, vécu psychologique, échographie, nausées, vomissements. Elles s'expriment à propos de ces sujets-là. Quels sont les messages clés que l'on retourne de ces termes médicaux? C'est les effets prédominants de l'IVG médicamenteuse sont prédominants dans le témoignage des patientes. Elles expriment aussi une thématique de vécu psychologique que l'on retrouve à tous les stades, de la découverte à l'arrêt de grossesse, ainsi que des années après pour certaines. Et ça témoigne
d'un fort besoin pour ces patientes qui s'expriment sur les forums d'accompagnement psychologique. Un focus a été fait sur la douleur. Vous voyez qu'on retrouve cette thématique douleur dans 30% des messages. 30% des internautes expriment cette thématique et elle s'exprime sur des douleurs qui sont, vous voyez, d'intensité non définie dans 62% des cas, mais qui peuvent être des douleurs intenses, insupportables. Et ces douleurs sont classées entre douleurs sous forme de forte contraction à des douleurs qui peuvent être insupportables pour 6% des déclarants, enfin des déclarantes par leur poste. Ces messages sur l'expression de la douleur, surtout après la prise du second médicament, c'est une des raisons évidentes d'aller exprimer sur les réseaux sociaux pour partager leur expérience, pour demander des informations, parce qu'elles appréhendent la technique et elles appréhendent la survenue de ces douleurs. Les femmes ont besoin d'informations, ça on le savait, mais on le sait encore mieux parce que là on a à la source les moyens de recueillir leur doléance, si je peux dire. Mais il faut aussi savoir que les réseaux sociaux peuvent être angoissants, et que des témoignages négatifs peuvent engendrer un impact psychologique et une appréhension pour celles qui viennent tirer des informations sur la douleur de l'IVG médicamenteuse. C'est aussi un élément qu'il faut prendre en compte lorsqu'on utilise cette méthode. Je vais surtout passer rapidement sur un échantillonnage qui a été fait des difficultés rencontrées par les patientes avec une méthodologie que je n'ai pas le temps de vous exprimer. Mais vous voyez qu'elles expriment des difficultés à différents temps de l'IVG, avant l'IVG, durant l'IVG ou en post-IVG. Elles expriment des besoins d'information pré-IVG, elles expriment des difficultés sur la relation patient-personnel de soins, elles ont besoin d'informations sur la connaissance du process. Elles s'expriment et je pense qu'il faut répondre à leurs difficultés éventuelles. Elles s'expriment d'un manque d'informations, elles vont rechercher des témoignages, elles s'expriment sur les effets physiques, la douleur et les saignements, sur leur vécu à toutes les étapes du process qui témoignent d'un besoin d'accompagnement. Les réseaux sociaux, ça sera mes 2 diapositives de conclusion et je pense que je serai dans les temps car je n'ai pas encore entendu sonner la cloche des 8 minutes, offrent une diffusion continue de données, un accès aux données moins coûteux et quasi immédiat et renouvelable, la possibilité d'études dans le temps parce qu'on peut déclencher ces études régulièrement et voir s'il y a des modifications de déclaration. On a accès à un grand volume de données sur l'expérience de soins vécus. On a des échantillons d'études très importants. Tout ça doit nous amener à se poser des questions et de voir comment on peut, sur notre exercice professionnel, avoir un feedback. Et donc on sait mieux comment elles vivent tout ça et il faut s'y adapter. Elles complémentent la recherche classique et je pense que dans les années à venir, elles auront toute leur place à côté des études interventionnelles, observationnelles ou participatives. L'infodémiologie offre des éléments complémentaires sur le vécu des femmes et je vais ralentir mon rythme. Elle permet un bilan à un temps T. Elle facilite l'identification et l'exploration des pistes d'amélioration de la prise en charge. Elle autorise un suivi de l'impact des changements dans la prise en charge. On peut imaginer refaire cette étude d'ici quelques années. Et si on s'est amélioré en matière d'information, si c'est amélioré en matière de prise en charge de la douleur, des saignements et de tout ce dont elles nous ont fait part aujourd'hui, on aura profité et utilisé ces études comme on peut utiliser les autres études. Dans un contexte où le vécu patient devrait plus être pris en compte sous peine de se le voir reprocher, et ce congrès a été l'occasion de travailler sur ce sujet, l'infodémiologie offre une approche objective d'analyse de données subjectives pour mettre en place des stratégies de soins et d'accompagnement adaptées à nos patients. À l'heure où les réseaux sociaux compliquent notre exercice, apprenons à nous servir de ceci pour écouter différemment nos patientes et pour améliorer leur prise en charge. Je vous remercie. Un très grand merci. Donc effectivement, les réseaux sociaux, c'est une grande base de données qui est aussi très, très instructive et vous avez raison, on doit regarder, on doit aussi s'y intéresser. Même si scientifiquement, on peut penser que c'est des données moins scientifiques justement, mais effectivement, on a quand même une science différente. Une science différente et qui a toute sa place. Voilà. Est-ce qu'il y a une question ? Vous avez un micro juste derrière. Oui, voilà. Alors on voit que les femmes elles sont très présentes du coup sur les réseaux sociaux pour cette question d'interruption de grossesse médicamenteuse, mais on a l'impression qu'elles sont seules. Où est la place du partenaire ? Est-ce que le partenaire il peut s'exprimer aussi ? Alors le focus a été sur la thématique de l'IVG médicamenteuse. Il n'y a pas eu de différenciation, en tout cas
que je sache, sur le sexe du déclarant, parce que ça, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas lorsqu'on va sur les réseaux sociaux. On peut penser qu'il y a bien sûr plus de femmes qui se sont exprimées. Je n'ai aucune donnée à vous donner sur l'expression éventuelle des hommes. Merci. Merci beaucoup. Bon, malheureusement, on ne va pas pouvoir débattre plus longtemps et on va tout de suite accueillir le docteur Marie Allegrini qui va nous parler des dysfonctions du plancher pelvien et les troubles de la vie sexuelle chez les femmes opérées d'un cancer gynécologique. Alors bonjour, moi je m'appelle Marie Allegrini, je suis docteur junior à Rennes. Je vais vous présenter une étude sur les dysfonctions du plancher pelvien et les troubles de la vie sexuelle chez les femmes opérées d'un cancer gynécologique pelvien. On va parler du cancer de l'ovaire, de l'endomètre et du col de l'utérus. La prévalence de ces cancers est de 15 300 femmes par an et grâce à l'évolution des thérapeutiques médicales et chirurgicales, on note une augmentation nette de l'espérance de vie de ces femmes et il est donc nécessaire de prendre en charge leur qualité de vie. C'est un enjeu majeur de santé publique. Cependant, on retrouve peu d'informations concernant les dysfonctions du plancher pelvien et leur prévalence chez les femmes après une chirurgie carcinologique. Nous avons donc peu d'études, peu d'enseignements sur ce sujet, peu de dépistage de ces troubles et enfin, peu de prises en charge sont présentées. Donc, l'objectif de notre étude était d'évaluer dans une cohorte de patientes atteintes d'un cancer gynécologique pelvien la prévalence de ces troubles et l'impact de la prise en charge. Pour cela, nous avons réalisé un recueil prospectif bicentrique. Nous avons inclus les patientes atteintes de ces 3 cancers. Nous leur avons donné 10 questionnaires. Ensuite, elles ont bénéficié de leur intervention chirurgicale. Puis 3 à 6 mois plus tard, elles répondaient de nouveau à ces mêmes questionnaires qui portaient sur les symptômes urinaires, digestifs, sur le prolapsus, la qualité de vie et la qualité de vie sexuelle. 76 patientes ont été incluses en préopératoire et 65 ont répondu en post-opératoire. Notre hypothèse était de mettre en évidence une altération des fonctions du plancher pelvien après la prise en charge thérapeutique. Notre population était constituée de femmes avec un âge médian autour de 66,75 ans, avec 47% de femmes atteintes d'un cancer de l'ovaire, 38% de l'endomètre et 14% d'un cancer du col de l'utérus. Pour les résultats, l'analyse descriptive, en préopératoire, les résultats tendent à montrer que les symptômes urinaires sont plus graves chez les patientes atteintes d'un cancer du col. Donc ici. Les résultats tendent à montrer que les symptômes digestifs sont plus accentués chez les patientes atteintes d'un cancer du col et de l'ovaire. Et les résultats tendent à montrer que la dysfonction sexuelle est plus importante chez les patientes atteintes d'un cancer de l'endomètre, de l'ovaire et du col. Et ces résultats ont l'air d'être dans ce sens-là, probablement liés au fait que les patientes atteintes d'un cancer du col sont plus jeunes. En post-opératoire, l'analyse descriptive montre une prévalence des symptômes de prolapsus plus importante chez les patientes atteintes d'un cancer de l'ovaire. Ceci pourrait peut-être être expliqué par la masse tumorale. Concernant l'analyse comparative avant et après chirurgie, je ne vais pas citer tous les résultats, mais le seul groupe allant dans le sens de notre hypothèse initiale est le groupe des femmes n'ayant pas de dysfonction sexuelle en préopératoire qui se retrouvent avec une dysfonction sexuelle en post-opératoire. Je vais passer pour les résultats de l'analyse comparative en sous-groupe de cancer, mais cette fois-ci, le seul groupe allant encore dans le sens de notre hypothèse initiale est le groupe des dysfonctions sexuelles avec une altération en post-opératoire de celle-ci chez les femmes atteintes d'un cancer du col. Les principaux résultats, nous avons mis en évidence que les patientes prises en charge pour un cancer gynécologique pelvien présentent des dysfonctions du plancher pelvien. La prévalence des troubles urinaires a l'air d'excéder celle de la population générale et quand il n'y avait pas de dysfonction sexuelle en préopératoire, on en retrouvait une en post-opératoire. Globalement, pour le reste des résultats de notre étude, nous n'avons pas réussi à montrer une altération des fonctions du plancher pelvien de manière significative après une chirurgie carcinologique. Je vais faire une analogie avec le cancer de la prostate chez l'homme, qui est une chirurgie qui est associée à des troubles érectiles et urinaires. Pour cette pathologie, une meilleure connaissance anatomique et la préservation péropératoire des nerfs caverneux a contribué à améliorer la continence urinaire et l'érection.
Des recommandations sont très claires en urologie sur le dépistage systématique de ces troubles, ainsi que sur la prise en charge chirurgicale de l'épargne nerveuse. Cependant, chez les femmes, aucune recommandation n'a été écrite quant au dépistage ou à la prise en charge de ces troubles. Pourtant, les voies de l'innervation qui participent à la fonction urinaire, clitoridienne et anale sont intrapelviennes et donc à risque d'être lésées au cours de ce type de chirurgie. Nous avons émis des propositions. Premièrement, l'utilisation de questionnaires validés pour dépister les patientes en préopératoire et en post-opératoire au décours de la prise en charge oncologique. Deuxièmement, orienter les patientes vers une consultation spécialisée de pelvipérinéologie, plus ou moins de sexologie, avec des psychologues et des kinésithérapeutes. Troisièmement, une information sur les règles hygiéno-diététiques de base limitant les troubles périnéaux. Et enfin, la formation des acteurs du parcours de soins oncologiques à la pelvipérinéologie. En conclusion, notre étude permet de mettre en lumière l'intérêt majeur d'un dépistage et d'une prise en charge globale et systématique dans un parcours de soins coordonnés. Voilà, merci. Merci beaucoup pour cette belle étude qui montre effectivement qu'il y a encore du travail chez la femme, Oui. avec là encore des injustices. Mais voilà, effectivement, il faut absolument travailler avec une équipe de sexologues et prendre en charge cet aspect-là qui est extrêmement important, qui naît aussi, on l'a vu ce matin à la session sur la sexo. Est-ce qu'il y a des questions ? Une question. Non ? Très bien, un grand merci. Merci. Et donc, nous allons maintenant accueillir Claire Cadayac. Donc, sur les défauts d'interaction entre le microbiote et la barrière épithéliale intestinale, un nouvel acteur impliqué dans les troubles digestifs observés chez les patientes douloureuses pelviennes chroniques. Alors, si c'est possible, je voulais faire plutôt la présentation sur la sensibilisation centrale. Mais voilà, après, ça sera Ilan Cambi qui présentera sur le microbiote. Pardon, le microbiote, ça sera après, c'est ça ? Oui, mais enfin, c'est pas grave. Ça vous va si je fais celle-là ? Ok, donc désolée, j'ai été un petit peu... Il y a eu une petite inversion des sujets. Donc, nous vous écoutons sur la sensibilisation centrale chez les patientes présentant des douleurs pelvipérinéales chroniques. Merci. Merci. Donc, bonjour à tous, Claire Cadayac, je suis chef de clinique en gynécologie obstétrique au CHU de Nantes et je vais vous présenter une partie de ma thèse de sciences qui porte sur l'étude des tests de la sensibilité chez les patientes qui ont des douleurs pelvipérinéales chroniques. Alors, les douleurs pelvipérinéales chroniques, c'est 6 à 27% des femmes, donc c'est une pathologie qui est fréquente. Et chez les patientes qui ont des douleurs pelvipérinéales chroniques, quelle que soit l'étiologie de la douleur initiale, il y a une sous-population de ces patientes qui est dite sensibilisée. C'est-à-dire qu'elles présentent un abaissement des seuils de sensibilité, donc des douleurs qui, normalement, pour des stimulus qui normalement sont non douloureux comme le remplissage de la vessie, avec une diffusion de la douleur dans l'espace, c'est-à-dire qu'initialement la patiente elle peut avoir des douleurs au niveau de la vessie, puis avec le temps ça va se diffuser à d'autres organes, mais qui objectivement n'ont rien à l'imagerie. Et puis il y a une diffusion de la douleur dans le temps, c'est-à-dire que par exemple après être allées uriner, les patientes vont développer des douleurs qui vont durer. Donc pour ces patientes qui sont dites sensibilisées, une prise en charge thérapeutique personnalisée est recommandée. Le diagnostic est assez difficile par les spécialistes d'organes, dont les gynécologues, parce que la symptomatologie est souvent très riche. C'est pourquoi il y a des experts internationaux qui ont sélectionné 10 critères cliniques qui permettent de poser le diagnostic de sensibilisation pelvienne. La question qu'on s'est posée, c'est est-ce que ces critères cliniques qui ont été choisis par les experts pour poser ce diagnostic de sensibilisation est vraiment objectivable par des mesures neurophysiologiques. Donc pour mettre cela en évidence, on est parti du score, donc c'est le score convergence PP, et on a essayé de mettre en évidence, à l'aide de 4 tests, l'abaissement des seuils douloureux dans les différentes sphères d'organes et la diffusion temporelle de la douleur. On a pris des cohortes de femmes qui avaient des douleurs pelvipérinéales chroniques, dont une partie était sensibilisée, donc avec un score qui était supérieur à 5 sur 10, et une partie était non sensibilisée avec un score inférieur à 5 sur 10. Pour la sphère urinaire basse, on a fait un test de duresse provoquée. Qu'est-ce que c'est le test de duresse provoquée ? En fait, c'est que les patientes, on leur fait uriner
pour vider la vessie. Après, on leur fait boire une certaine quantité d'eau et on va faire comme pour un bilan urodynamique. On va recueillir le volume de première sensation, enfin le besoin de première sensation. On va regarder le volume à l'échographie. On va recueillir le VA. Pareil pour le volume de premier besoin et le volume de besoin urgent. Après, on fait uriner les patientes et on recueille le VA toutes les 30 secondes pour mettre en évidence la diffusion temporelle de la douleur. Pour la sphère digestive basse, on leur a réalisé un barostat rectal qui est le meilleur examen pour la sensibilité digestive. Donc en fait, c'est tout simplement un ballon qui est relié à une machine et on va imposer certains seuils de pression. Et pour chaque palier de pression, on va recueillir le VA, la perception de la patiente et le volume rectal. Ensuite, dès que la patiente était arrivée à la sensation douloureuse, on retire le ballon, on recueille le VA toutes les 30 secondes. Pour la sphère génito-sexuelle, on l'a séparée en deux, superficielle et profonde. Donc pour la sphère génito-sexuelle avec les dyspareunies plutôt superficielles, on a utilisé un vulvalgésiomètre. En fait, c'est tout simplement un petit coton écouvillon comme pour faire un Q-tip test, mais qui est monté sur un piston. On sait exactement à quel niveau de pression on appuie sur différentes zones de la vulve et ça nous permet de savoir exactement à partir de quel moment la patiente va passer de la sensation de pression à la sensation de douleur. Après, on recueillait le VA toutes les 30 secondes. On l'a fait au niveau de 5 zones de la vulve. Pour la sphère musculaire, on a utilisé un algomètre à pression intravaginale. C'est en fait un petit capteur de pression qui est monté sur une bague et on pouvait faire un toucher vaginal, donc appuyer sur les muscles levator ani, obturateur interne et piriforme. Et la patiente avait un petit bouton pressoir pour nous dire à quel moment elle ressentait une sensation de douleur. Et donc, on savait le seuil douloureux à la pression des patientes. Donc notre population, quand on regarde, il n'y avait pas de différence en termes d'âge, de BMI ou au niveau de la parité. Les patientes avaient mal depuis plus longtemps, c'est quelque chose qui est connu dans la sensibilisation. Plus on a mal pendant longtemps, plus on a mal, plus on risque de développer une sensibilisation. Elles avaient un nombre de pathologies douloureuses plus importantes, ce qui est logique aussi lié à la diffusion spatiale de la douleur. Donc après, les résultats de nos différents tests. Donc pour le test de duresse provoquée que je viens de vous expliquer, on n'a pas retrouvé de différence finalement au niveau des volumes pour les différents besoins. Par contre, à chaque volume, dès la sensation de premier besoin, on avait une douleur qui était augmentée chez les patientes sensibilisées par rapport aux non sensibilisées, avec une échelle EVA de la douleur qui était significativement plus importante. Pour le test par barostat rectal, on avait un trouble de la compliance rectale chez les patientes sensibilisées avec un rectum qui finalement était beaucoup moins compliant chez les patientes sensibilisées versus non sensibilisées. Et il y avait également pour chaque palier une EVA de la douleur qui était augmentée chez les patientes sensibilisées. Pour la sphère musculaire, on avait bien un abaissement des seuils de sensibilité pour tous les muscles testés, donc levator ani, obturateur interne et piriforme droit et gauche, et une douleur augmentée à chaque fois. Pour la vulve, on avait un abaissement de seuil de sensibilité, donc avec une pression inférieure, on déclenchait une douleur chez les patientes sensibilisées versus les non sensibilisées. Par contre, on n'avait pas de diffusion temporelle de la douleur, avec une douleur qui était très brève dans les deux groupes. Pour la diffusion temporelle de la douleur, on a retrouvé donc un allongement du temps pour revenir à un état non douloureux chez les patientes sensibilisées versus non sensibilisées pour la vessie, le rectum et les muscles. Et de même, l'air sous la courbe de la douleur, donc l'intensité de la douleur ressentie pendant cette période était augmentée pour la vessie, le rectum et les muscles. Donc, en conclusion, la sensibilisation centrale, c'est vraiment une réalité neurophysiologique objectivable. Ce score de convergence PP qui est très simple à utiliser, qui est juste basé sur l'interrogatoire et l'examen clinique, permet vraiment de dépister cette sous-population de patientes qui est sensibilisée. Donc c'est un score qu'on va pouvoir facilement utiliser pour de prochaines études, pour justement essayer de voir si on peut mettre en place des thérapeutiques ou autres dans cette sous-population de patientes. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Donc, très belle étude. Hein. Et donc, qu'est-ce que vous proposez comme traitement, alors, comme prise en charge? Alors là, du coup, c'est vrai que là, ça nous permet d'avoir un test qui est
validé. Après, la prise en charge, c'est une prise en charge globale. Donc c'est sûr que ces patientes-là, il va falloir, d'un point de vue thérapeutique, tout ce qui est mettre en place l'aroxyle, tous ces médicaments de la douleur par sensibilisation. Quand on les opère à Nantes, on a tendance aussi à avoir des protocoles qui vont être différents. On va plus facilement utiliser de la kétamine, par exemple. Et puis on va avoir une prise en charge beaucoup plus globale. On ne va pas hésiter à leur proposer de la kinésithérapie, de la sophro, enfin tout un tas de choses. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut vraiment essayer au maximum de baisser ces seuils de sensibilité, de réduire cette sensibilisation avant de les opérer, par exemple. Très bien. Oui, allez-y. Je pense à l'endométriose. Par exemple, la personne commence une endométriose et cette sensibilisation centrale, elle va apparaître dans quel délai? C'est-à-dire au bout d'un an d'évolution de maladie ou ça peut apparaître d'emblée? Alors l'endométriose, effectivement, il y a une grosse partie de notre cohorte, c'est des patientes qui ont de l'endométriose, évidemment. L'endométriose est très associée à de la sensibilisation, en partie à cause justement de ce retard diagnostique. Mais effectivement, là, dans nos études, la plupart du temps, c'était au bout de 10 ans, par exemple. Parce qu'à force d'avoir des stimulus douloureux, en fait, ça va aller sensibiliser au niveau cérébral. Très bien, merci beaucoup. Donc on va enchaîner avec le microbiote cette fois-ci, si je ne me trompe pas. Microbiote et barrière épithéliale intestinale. Et c'est Ilan Cambi qui va nous présenter cela. Donc en fait, oui là c'est ça, tout à fait. C'est pas clair, mais... Ok, c'est bon. Donc bonjour à tous, moi je m'appelle Ilan Cambi, je suis interne au CHU de Nantes. Et je vais vous parler donc de notre travail avec Claire Cardaillac sur le microbiote justement de ces patientes qui présentent des douleurs pelviennes chroniques et sur les défauts d'interaction qu'il peut avoir sur la barrière épithéliale intestinale. Pour revenir sur la définition de ce que sont les patientes avec des douleurs pelvipérinéales chroniques, c'est donc des patientes qui ont des douleurs soit du pelvis, soit du périnée, qui sont présentes depuis plus de 3 mois. C'est des douleurs qui sont assez fréquentes, puisque comme on l'a dit juste avant, ça touche 6 à 27% des femmes selon les articles dans la littérature, avec justement un impact sur la qualité de vie qui est diminuée, une augmentation de l'anxiété et de la dépression. C'est un vrai challenge pour les cliniciens parce que ces pathologies, ces douleurs, elles sont d'origine multi-organique et donc elles nécessitent une approche globale comme on en parlait juste avant. Et parmi ces symptômes, on a les symptômes gastro-intestinaux qui sont souvent au premier plan. Alors c'est des symptômes qui sont assez communs, mais au final, à part dans le syndrome de l'intestin irritable où ça a été bien étudié, c'est peu connu. Et puis parallèlement à ça, le microbiote, lui, on sait qu'il est impliqué et qu'il est connu dans de nombreuses pathologies, mais sa capacité justement à ce microbiote à induire des modifications de la barrière chez les populations qui ont des douleurs pelviennes chroniques, les mécanismes, il reste un petit peu à identifier. Pour ça, on s'est posé plusieurs objectifs. Donc, premièrement, c'était de décrire les symptômes gastro-intestinaux et comportementaux dans une cohorte de patients qui souffrent de douleurs pelvipérinéales chroniques. Donc on est reparti c'est la même cohorte que ce qu'on en parlait juste avant dans l'étude de Claire, l'étude d'OPEC. Et donc parmi 40 patientes qui ont des douleurs pelvipérinéales chroniques, on a pu les séparer en 2 groupes qu'on va appeler pour la suite les GI+, et celles qui ont des symptômes gastro-intestinaux à type de diarrhée, constipation ou alternance des deux, et les GI-, ceux qui n'en ont pas. Donc déjà on a une majorité de patients qui souffrent donc de ces symptômes, donc de GI+. Quand on reprend au niveau justement du barostin rectal chez les patients de GI+, celles qui sont avec des symptômes gastro-intestinaux au premier plan, elles ont aussi un seuil de douleur qui est diminué par rapport aux autres. Elles ont plus rapidement mal au barostin rectal. Et cette mesure au niveau de son barostin, il est aussi corrélé de façon significative avec l'intensité de leurs symptômes gastro-intestinaux. Puis quand on fait des scores d'anxiété, comme le STAI ici sur le petit diagramme à droite, c'est des patientes, les GI+, qui sont plus anxieuses de façon significative par rapport aux autres. Le microbiote de ces patientes avec des douleurs pelviennes chroniques, GI+, ou GI-, on a essayé de le caractériser au niveau des espèces bactériennes et des métabolites qui en sont issus. Au niveau des espèces bactériennes, on peut voir qu'il y a une bêta-diversité, donc c'est quand on compare les groupes entre eux, qui est diminuée chez les patients avec justement des syndromes des GI+, au premier plan. Et ces patients de GI+, elles ont moins de certaines espèces, et en particulier moins d'espèces bactériennes, ce qu'on va appeler butyrogènes, qui produisent du butyrate, qui est une molécule qui est plutôt protectrice normalement au niveau de l'inflammation.
Quand on dose les métabolites, donc c'est vraiment les molécules issues soit du microbiote par les bactéries, soit par l'hôte, dans les selles des patientes, on a plus de métabolites inflammatoires, comme chez les patients de GI+, comme le PGF2-alpha, et moins de métabolites protecteurs, comme ce fameux butyrate. Notre dernier objectif, c'était donc de caractériser l'impact du traitement par surnageant fécal de patients douloureux chroniques GI+, et GI-, sur la fonction intestinale dans des modèles précliniques. Notre premier modèle, c'est un modèle murin, où donc on a transféré, à partir des selles du patient, en fait, on a fait du surnageant fécal, qui a été transféré dans des souris, qu'on appelle des souris germ-free, des souris en fait, qui ont eu une antibiothérapie large spectre pendant plusieurs jours, de manière à mettre à plat leur microbiote à elles. Et donc après, on leur transfère le surnageant issu de nos patientes. Ces souris, elles sont sacrifiées au bout de 4 jours, après 4 jours de transfert de surnageant, et on fait des études au niveau histologique et transcriptomique sur des coupes de côlons de souris. Et il y a un réseau de gènes qui est centré autour de MUC2 qui est sous-régulé justement chez cette population de souris qui a reçu le surnageant de patients de GI+. Alors MUC2, c'est un gène qui code pour justement une protéine qui porte le même nom, et cette protéine, c'est le principal constituant justement de la barrière de mucus, qui a un véritable effet protecteur en fait entre les interactions avec le monde extérieur au milieu de la barrière épithéliale intestinale. Et puis là aussi, il y a une corrélation entre l'intensité des symptômes des patientes et le taux de MUC2 dans les souris. Donc, plus les patientes avaient des symptômes sévères, moins les souris qui ont reçu leur surnageant fécal vont sécréter de MUC2 dans leur côlon. Et après, on s'est intéressé aussi aux selles de nos patientes GI+, et GI-. Et là, quand on dose dans les selles, de façon inverse par rapport au modèle murin, on a plus de MUC2 chez nos GI+, que chez nos GI-. Et ce taux de MUC2, il est inversement corrélé au taux de butyrate, donc le métabolite dont on s'intéressait au début, puisqu'il était moins présent justement chez les patientes avec des syndromes GI+. Et on a aussi une corrélation avec les scores d'anxiété et le taux de MUC2 dans nos populations. Au total, et pour conclure, on va dire que nos patientes douloureuses chroniques qui sont avec des syndromes GI+, au premier plan, c'est des patientes qui sont plus anxieuses et qui ont une hypersensibilité rectale. On sait qu'elles ont une altération de leur microbiote, des métabolites, avec une surproduction cette fois-ci de mucine 2 et une diminution de certaines bactéries, en particulier les bactéries butyrogènes qui font du butyrate. Il y a une corrélation aussi clinique avec des scores comme l'anxiété. Sur un modèle de souris, ce modèle murin donc d'organismes sains, quand on le transfère ce surnageant fécal, on a une diminution cette fois-ci de MUC2 et une altération donc, de la barrière épithéliale. Et puis là aussi une corrélation avec les troubles gastro-intestinaux des patients et ce fameux MUC2. Au final, c'est toujours le butyrate, on se demande si ce n'est pas lui qui est au centre de tout ça et qui a un effet, qui serait cet acteur. Et donc on a plusieurs hypothèses et d'autres expériences qui sont en cours. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci, très belle étude aussi. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez regardé aussi le microbiote vaginal? Non. C'est en cours. C'est en cours. Là, on s'est focus sur les symptômes gastro-intestinaux pour la première partie, mais oui, il y a aussi le microbiote vaginal, c'est en cours, et puis il y a des résultats qui sont prometteurs. En fait, la cohorte des patientes qu'on a présentées, on les a vraiment caractérisées sur le plan clinique avec les différents tests qu'on a fait. On a également prélevé le microbiote vaginal, urinaire et donc intestinal. Et après, donc, on a continué donc, sur des modèles précliniques. Mais là, l'une des autres études qu'on a en cours et qu'on ne présente pas aujourd'hui, c'est essayer de voir si, quand il y a une certaine population bactérienne, que ce soit au niveau vaginal, urinaire ou digestive, c'est corrélé avec un abaissement de sensibilité plus important au niveau clinique. D'accord, très bien. Bon, donc, on attend les futurs résultats. Oui. Merci beaucoup. Merci. Ça va, pas d'autres questions? Non? Alors maintenant, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Daniel Choucroune qui va nous parler de la charge mentale. Doit-elle rester assignée aux femmes lors d'une IVG? Alors, et comment je fais avancer ce truc? Là Là. Voilà. Et après, pour avancer, je le prends. Oui, donc je reviens en arrière. Et là, là pour avancer. Ok.
Bonjour, je suis Danielle Choucroune, je suis médecin au planning familial au Luxembourg et donc je vais parler de l'avortement dans le sens où l'avortement c'est pas une discussion qui est facile ou qu'on aime avoir parce qu'en fait c'est un moment où le corps va trahir la volonté et la volonté c'est la pierre angulaire de notre culture, de la modernité. Et dans situation d'avortement, on voit que ça n'a pas marché, la volonté ne nous a pas amené là où on voulait. Alors il y a un autre écueil dans ce mot avortement ou IVG, c'est un mot à fort contenu émotionnel, donc ça va immédiatement solliciter l'amygdale et on ne va plus avoir une réaction logique, le cortex il est court-circuité. Et l'amygdale, ça donne quoi? Ça donne inhibition, donc on est incapable de faire quoi que ce soit. Ou alors fuite, on ne veut pas en parler, ou alors combat. Et on fait des clans qui s'affrontent, c'est-à-dire un clan qui est pour l'avortement, un clan qui est contre. En fin de compte, on ne sait même pas de quoi on parle, parce que c'est quoi la définition de l'avortement? C'est expulsion d'un fœtus non viable. Donc, alors quand il n'y a pas de fœtus, c'est-à-dire avant 8 semaines de grossesse, comment on peut parler d'avortement? Et ça, c'est un autre travail que je fais à côté. Et je rappelle que la définition de l'avortement, c'est expulsion d'un fœtus non viable, ce qui explique donc la limite à 22-24 semaines pour la viabilité. Mais on n'est pas d'accord sur la limite de départ, parce que même si la fille elle a 5 jours de retard de règles, on va lui dire que là, vous faites un avortement, sauf qu'il n'y a pas de fœtus. Alors la confusion, elle continue avec les droits et la biologie, c'est-à-dire au niveau des droits, la femme elle a 100%, ce qui est logique parce que c'est elle qui a le risque au niveau de son corps, donc les lois sont là pour faire une société le plus égalitaire possible, donc les droits vont compenser ce risque. Mais la biologie c'est 50-50. Alors moi il y a un truc qui m'étonne, c'est que je tape homme et avortement sur PubMed, je vais trouver 10 articles pour l'année qui vient de passer. Je tape femmes et avortement, et là il y a 2000 articles, et je dis, en biologie c'est 50-50, alors pourquoi la recherche scientifique en santé génésique, elle va s'intéresser de façon aussi inégalitaire à un seul genre? Parce que la femme, en fait, elle ne s'est pas retrouvée enceinte toute seule, quoi. Le gars, il a fait quelque chose. Alors pourquoi lui, on ne va pas l'investiguer de la même manière qu'on investigue la femme? Donc en partant donc de cette observation. Donc la cause elle est où? C'est qu'il y a une asymétrie des sexes anatomiques, tout le monde a remarqué, sociale avec le pouvoir beaucoup sur l'homme et symbolique par les cultures, en particulier les monothéismes. Et donc on voit que cette asymétrie des sexes, elle impacte très fortement la recherche. Ça devrait pas, on devrait avoir une recherche égalitaire en santé génésique. Alors là un petit aparté, il y a aussi, moi il y a un truc qui m'intrigue, c'est que l'hétérosexuel, en fait, quand il veut de la satisfaction sexuelle, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire comme s'il voulait un enfant, c'est-à-dire qu'il va faire pénis dans vagin avec éjaculation vaginale. Et là, ça pose une question. D'autant plus que je suis aussi sexologue, il n'y a pas de nerf dans le vagin, l'innervation vaginale elle est essentiellement viscérale comme l'estomac, donc en fait il faut stimuler le clitoris. Alors à ce moment-là, s'il faut stimuler le clitoris, elle sert à quoi la pénétration vaginale? Donc ça appelle cette pénétration vaginale qui angoisse tout le monde, qui angoisse la femme parce que peut-être elle n'a pas de plaisir ou elle va être enceinte, qui angoisse l'homme parce qu'il va chercher son Viagra à la pharmacie. Donc est-ce que c'est le bon truc? Parce qu'en tout cas, ça fait 73 millions d'avortements dans le monde. Et ça peut bien se passer quand on est en Europe, mais si on est en Afrique, ça se passe beaucoup moins bien. Alors le but de ce travail, c'est une application clinique, c'est-à-dire qu'en consultation, on va voir des femmes, on demande, vous avez des enfants, vous avez fait des fausses couches, vous avez fait des IVG, vous avez fait 3 IVG, maintenant il est temps de prendre une contraception, donc on est un peu moralisateur, et l'homme, en fin de compte, lui, peut faire 10 IVG avec 10 femmes différentes, il n'entendra jamais ça, il n'entendrait pas ça, est-ce que vous voulez pas des enfants, si vous en voulez pas, est-ce que vous faites une contraception? Le but de mon travail, c'est de dire que le spermatozoïde, il est fécondant, et que l'homme, quand il est hétérosexuel, il faut qu'il assume ça, et il faut que la recherche scientifique soit égale en matière de genre, et qu'elle ne s'intéresse pas uniquement à un seul genre sous différents prétextes. Voilà.
bah, c'est tout. Merci beaucoup. Donc effectivement, quand il y a une demande d'IVG, il y a ce qu'on appelle un alors nous, on nous a conseillé d'utiliser le terme de co-responsable de la grossesse. Voilà, c'est pas forcément le partenaire, parce que quand on dit partenaire, des fois il n'y a pas de partenaire. Il y a plein de choses. Et donc, est-ce que qu'en pense le co-responsable, et est-ce que le rapport avec le co-responsable était consenti? Ça, c'est vraiment des questions qui doivent être maintenant systématiquement posées pour accompagner au mieux nos patientes en demande d'IVG. On sait que très souvent, il y a quand même des contextes de rapports non consentis, de violence, etc. Est-ce qu'il y a des remarques, des réactions sur ce plaidoyer, sur l'implication des hommes dans les grossesses non désirées, forcément? Oui, allez-y. Bonjour, merci beaucoup pour votre intervention. Je me posais, vous, dans votre pratique, dans vos prises en charge, comment vous appréhendez une demande d'IVG? Qu'est-ce que vous recommandez? Et qu'est-ce que vous faites après, vraiment, pour accompagner les femmes et les partenaires dans ce choix-là? Qu'est-ce que vous recommanderiez ici à l'Assemblée? En fait, moi, je fais de l'IVG depuis très longtemps. J'ai commencé en 91 à 2018, je faisais chir et med. Maintenant, je fais plus que med. Et donc, j'ai remarqué en France, je recevais surtout des femmes. C'était rare de voir les hommes. À Luxembourg, on reçoit très très souvent des couples. Mais le but du travail, en fait, ma prise en charge, elle est centrée sur le fait que quand on voit un homme en consultation, par exemple, on peut le voir dans un CJ, dans un centre de dépistage ou dans n'importe quelle consultation, que cet homme, on lui pose la question, comme on pose à une femme, on va lui poser, il vient dans une consultation médicale, on va lui demander est-ce que vous avez ces antécédents, vous avez des allergies, mais on va lui poser aussi des questions sur sa santé génésique. Est-ce que vous avez des enfants ? Et est-ce que vous avez fait des avortements? Moi, je repose la question comme ça. J'ai déjà commencé. Le gars, après, il regarde moi, je les reçois pour des dépistages, surtout tout ce qui est IST, et également les problèmes sexuels de type le trouble de l'érection, éjaculation rapide. Donc, je vais poser la question, est-ce que vous avez fait des avortements? Et alors, le gars, il va me répondre, il me regarde comme ça. Et puis, moi, je lui dis, mais oui, vous avez peut-être une compagne qui a avorté. Et là, il me dit, ah oui, bah oui, c'était l'année dernière, ça s'est pas bien passé, moi je voulais le garder et je savais pas à qui en parler. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'espace d'élaboration pour cet événement. Et l'objectif de mon travail est concentré là-dessus, c'est l'égalité de genre en santé génésique. C'est-à-dire que dans la mesure où on a des rapports hétérosexuels, donc il faut considérer cette possibilité, c'est-à-dire qu'une grossesse survienne. Et quand, par exemple, c'est un couple et que la femme, elle est enceinte et l'homme, il fait une couvade, tout le monde est OK pour dire « Ah oui, il fait une couvade, ça c'est quelque chose qui est reconnu ». Mais par exemple, quand il y a un couple et la femme, elle décide d'interrompre sa grossesse, l'homme, il ressent quoi? Peut-être l'homme, il le sait même pas, mais qui sait qu'il ressent pas quelque chose? Donc ce matériel-là, ça lui appartient quand même s'il n'a pas le droit c'est clair, c'est pour la femme, mais il y a quelque chose qui se passe au niveau biologique, et c'est ça, je pense qu'il faut investiguer. Et j'avais présenté dans un autre congrès à la Société de médecine sexuelle d'Amérique du Nord, là, c'était à Miami en octobre dernier, j'ai dit, est-ce qu'une recherche scientifique inégalitaire peut causer des lois inégalitaires? C'est-à-dire qu'on voit que les lois sur l'IVG, elles sont attaquées beaucoup par des hommes aussi qui disent, dans l'IVG, la femme, une fois qu'elle est enceinte, c'est une vie, d'ailleurs c'est ma vie, qui sait, c'est lui qui dit ça. Et donc, on va supprimer cette loi sur l'IVG. Et la question que j'ai posée dans ce congrès, c'est est-ce que cette recherche scientifique qui est totalement inégalitaire, est-ce que le fait d'exclure les hommes de la santé génésique, est-ce que ça peut être en cause dans ce basculement autoritaire sur l'IVG auquel on fait face un petit peu partout dans le monde? Merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup. Et maintenant, nous allons parler du vécu du premier examen gynécologique en accueillant Alexandra Musso.
Bonjour, et je suis donc Alexandra Musso, je suis enseignante à l'école à Nice, de sage-femme à Nice. Et je vous présente les résultats de Léna Porta, qui m'a fait une très jolie étude à notre sens sur le vécu du premier examen gynéco, et j'espère lui faire honneur. La présentation est une variante de sa soutenance, et donc j'espère, voilà, encore une fois, lui faire honneur. Alors, pourquoi cette thématique-là sur le suivi gynéco? Y a-t-il encore des choses à dire sur le suivi gynéco? Il s'agit surtout du premier examen gynécologique et non pas de la première consultation gynécologique. Alors, ce que nous dit la littérature et ce que nous disent les recommandations, en tout cas en France, il n'y a pas à proprement parler de recommandations concernant le premier examen gynéco, hormis des conduites à tenir qui sont très spécifiques sur la réalisation du frottis cervico-utérin, sur une population peut-être ciblée, en tout cas autre population ciblée, sur le dépistage du cancer du sein. En ce qui concerne les recommandations un peu plus précises, le collège préconise, lui, une consultation annuelle dès le début de l'activité sexuelle. Si on se remet sur quelques notions épidémiologiques, la date du premier rapport sexuel en France, chez les filles, est aux alentours de 17 ans et demi, donc relativement tôt. Qu'en est-il des recommandations de la littérature sur l'examen pelvien? Il n'est pas forcément systématique pour les anglo-saxons, ni en Amérique du Nord, hormis chez les femmes asymptomatiques. Force est de constater quand même, en tout cas sur une pratique française et une pratique européenne, que dans la très grande majorité des cas, lors d'une consultation gynéco, que ce soit la première consultation gynéco ou non, il est très fréquemment proposé, même réalisé, un examen pelvien avec pose de spéculum. Pourquoi cet examen pelvien pourquoi se poser la question de l'examen pelvien? Et puis parce qu'on sait dans la littérature, mais la littérature, en tout cas ce que l'on a retrouvé, est essentiellement étrangère, essentiellement qualitative. On a peu de résultats qui sont chiffrés et peu de résultats qui portent sur la dernière décennie. Et à notre connaissance, pas grand-chose ou peu ou rien même en France. Alors à l'étranger, les facteurs qui influencent le vécu de ce premier examen gynécologique seraient la nudité, la position de l'examen, le fait d'avoir des informations préalables ou pas, la recherche du consentement à tout geste, la présence d'un accompagnant qui est assez controversé, quelle que soit la personne qui accompagne, soit favorisante, soit au contraire freinante, parce qu'il y a des choses qui peuvent être dites devant la personne accompagnante. Encore une fois, pourquoi l'intérêt de cet examen gynéco? Parce qu'on sait que certes, il y a des facteurs qui influencent le vécu de ce premier examen gynéco, mais on sait aussi que le mauvais vécu, au sens large, quelles que soient les motivations et quelles que soient les raisons, influence ou positivement, mais surtout très négativement, la qualité du suivi gynécologique ultérieur. En gros, si je résume, avoir une mauvaise expérience, non pas sur sa première consulte gynéco, mais sur son premier examen pelvien, influence très négativement la qualité, voire la non-réalisation d'un suivi gynécologique. Ça pose énormément de problèmes, surtout sur les populations jeunes, puisqu'on passe à côté de tout le suivi gynécologique de prévention et toute la mise en place du calendrier futur de réalisation d'examens recommandés selon les périodes de l'âge, de la femme, bien sûr. Donc, puisque nous n'avons pas de données françaises, Léna s'est concentrée sur émettre des hypothèses qui collaient complètement à la littérature étrangère. Première hypothèse, la plupart des femmes françaises de 15 à 25 ans ont un mauvais vécu, je reviendrai sur le pourquoi 15 à 25, ont un mauvais vécu de leur premier examen gynécologique, avec le détail des facteurs d'influence. La deuxième hypothèse serait qu'effectivement, le mauvais vécu de l'examen gynécologique, ou en tout cas la qualité de ce vécu-là, influence l'adhésion au suivi gynécologique ultérieur chez ces jeunes femmes. Pour cela, nous avons réalisé une étude observationnelle transversale conduite par questionnaire anonyme qui a été diffusée pendant une période de 3 mois, essentiellement via les réseaux sociaux, dans des cabinets de ville et dans des services de consultation. Je dis essentiellement sur les réseaux sociaux puisque les cabinets de ville ont très peu été participatifs sur l'inclusion des patientes. Qui étaient concernées? Il s'agissait de toutes les femmes françaises entre 15 et 25 ans. Nous avons volontairement choisi cette catégorie d'âge pour éviter un biais de mémorisation chez des femmes qui étaient un petit peu plus âgées et sur un objectif secondaire, tertiaire même et franchement caché, faire un petit peu de pub sur l'intérêt du suivi gynéco chez une population jeune qui, peut-être, on s'était dit, peut-être ces jeunes femmes vont-elles répondre au questionnaire et être sensibilisées à la question. L'autre particularité, donc femmes jeunes 15-25 ans, qui avaient déjà réalisé un examen pelvien
à l'issue d'une consultation gynécologique, consultation réalisée en France pour éviter les différentes pratiques et différentes politiques, je cherchais le mot, pardon, de santé dans d'autres pays. Alors, résultat, une très jolie cohorte, 9870 répondantes. Nous avons retenu pour l'étude, oui, 9870. Nous avons retenu 7900 réponses, 7000 et des brouettes, 7900 réponses. Nous avons une très grosse cohorte qui a permis d'avoir le luxe de faire une sélection sur l'inclusion. Et les résultats que nous vous présentons aujourd'hui sont encore une analyse en sous-groupe, puisque dans ces 7847 femmes, 800 avaient eu leur premier examen pelvien dans un contexte de consultation d'urgence. Donc on s'est permis le luxe, encore une fois, d'exclure, en tout cas pour présenter les résultats aujourd'hui, cette population. Donc nous vous présentons les résultats d'un peu plus de 7000 femmes qui ont consulté qui ont eu un examen gynéco, premier examen gynéco, je vais y arriver, hors consultation d'urgence. Alors, qu'est-ce que l'on peut remarquer? C'est que finalement, le vécu de ce premier examen pelvien, il est plutôt pas si mal que ça. Il est plutôt pas si mal que ça. Il est mauvais, mais il est moins pire que dans la littérature étrangère. Et on avait quand même 63% de femmes qui avaient un relativement bon vécu de leur premier examen pelvien. Sur des caractéristiques socio-démographiques, est-ce que ce vécu-là influence la fréquence du suivi gynécologique? Alors, nous avions des femmes qui, pour près de 25%, oui, auraient consulté moins, allaient consulter moins ou pensaient consulter moins. Une faible proportion qui consulterait plus et plus de la majorité qui ne changerait pas sa façon de faire. Pour autant, est-ce que ces femmes vont changer de praticien? On est à peu près à moitié-moitié sur le fait de changer de praticien. Est-ce que la qualité du vécu, bon ou mauvais, influence l'appréhension lors de chaque examen? 30% des femmes, 33% des femmes, près du tiers, appréhendent plus une nouvelle consultation et un nouvel examen. Et chez ces femmes-là, on remarque également que celles qui avaient un bon vécu ont un suivi gynécologique beaucoup plus régulier, de l'ordre de 2 tiers, 1 tiers, que celles qui ont un mauvais vécu. Peut-être qu'on enfonce des portes ouvertes, mais cette étude, en tout cas, a le mérite de mettre en chiffres ce qui relève du ressenti et des femmes et des praticiens quant à leur façon de faire. On fait tous de la consultation, que ce soit obstétricale ou gynécologique, et on adapte tous nos pratiques à la patiente que l'on peut avoir en face de nous, sans forcément faire du systématique. L'hypothèse secondaire, le vécu du premier examen gynécologique influence-t-il l'adhésion au suivi gynéco ultérieur ou va-t-il influencer chez ces jeunes femmes? La réponse, 24% consultaient moins ou pensaient moins consulter et 33% appréhendaient plus donc les prochains examens. Ça correspond à ce que l'on retrouve dans la littérature étrangère. Que peut-on constater également sur la fréquence du suivi gynécologique? 40% n'avaient pas de suivi gynéco régulier. Et parmi les femmes qui avaient un mauvais vécu sur le suivi était régulier chez 54%. De manière significative à l'inverse, parmi les femmes ayant eu un bon vécu, le suivi était régulier dans près de 64% des cas. Alors, les facteurs d'influence qui faisaient partie de l'hypothèse secondaire, oui, les facteurs d'influence influencent la réalisation et le vécu de cet examen. Qu'est-ce que l'on retrouve essentiellement? La nécessité d'une recherche du consentement préalable. Parmi celles qui avaient un bon vécu, 85% avaient, le praticien, quel que soit le praticien, avait posé la question de la possibilité de réaliser un geste. Autre facteur d'influence, l'information reçue et la connaissance du déroulement de l'examen. 76% de bon vécu si les femmes avaient consulté préalablement à ce premier examen gynécologique. La présence d'un accompagnant. On est plutôt assez mitigé sur les résultats. 42% avaient un mauvais vécu s'il était présent. La position prise. Moi, je ne me suis jamais forcément posé la question sur la position à prendre, à adopter lors d'un examen, d'une consultation. Classiquement, c'est la position sur les étriers. Il se retrouve que cette position-là est très très mal vécue par les femmes. Elle s'associe également au fait d'avoir une nudité partielle ou une nudité totale.
Et dans les quelques études étrangères que l'ENA a retrouvées, on peut examiner les patientes différemment que simplement en position gynéco. Il semble que ce soit mieux perçu sans influencer la qualité de l'examen. Alors, le type de professionnel consulté et le genre, là on enfonce aussi un peu des portes ouvertes. Des femmes qui étaient plus gênées avec des hommes qu'avec des femmes. Un résultat pour lequel, je crois avoir dépassé le temps, un résultat pour lequel nous n'avons pas de réponse, c'est que les femmes se sentaient moins à l'aise avec un gynéco qu'avec une sage-femme. Alors on n'a rien dans la littérature qui puisse indiquer ça, hormis une enquête relativement récente qui a été faite par l'Ipsos et qui précisait que les jeunes femmes se sentaient plus à l'aise avec une sage-femme qu'avec un gynéco. Évidemment pas du tout par rapport à une question de compétence, mais par rapport à une question d'allongement du temps de consultation, où le temps de consultation était plus long chez une sage-femme que chez un gynéco. C'est peut-être une des réponses, mais je n'ai pas d'argument autre. Donc l'ENA a proposé également une petite affiche qui peut être déposée dans les cabinets de consultation ou dans les salles d'attente de manière générale, qui ne soit pas destinée à une sorte de charte, mais qui ne soit pas destinée aux professionnels. Il ne s'agit pas d'apprendre aux professionnels à faire son boulot, bien évidemment, mais simplement qui puisse être annonciateur à la patiente de ce qu'elle a le droit de faire, de ce qu'elle a le droit de demander, de ce qu'elle peut refuser, de ce qui est faisable et pas faisable. Les limites de cette étude, c'était par contre une population majoritairement représentée par les 20-25 ans, diplômés d'études supérieures, c'est probablement aussi le biais de la diffusion du questionnaire. Pour autant, nous avons une diffusion qui était nationale, toutes les régions de France étaient représentées, avec un taux élevé de participation. On pourrait en déduire donc une fiabilité des résultats, et des résultats qui sont en lien avec la politique de santé publique française. En conclusion, vécu majoritairement positif du premier examen, oui, mais souhait d'appliquer des changements qui sont faciles à mettre en œuvre. Nombreux facteurs influençant le vécu de l'examen, le respect de la nudité et de la pudeur, le respect du choix de la patiente concernant la présence ou non d'un accompagnant, la recherche de consentement avant tout geste et l'apport d'informations préalables à tout acte. Merci de votre attention. Je vous laisse avec juste les petites phrases qui ont été sélectionnées, puisqu'il y avait des questions ouvertes qui étaient proposées. Et voilà ce qu'ont cité quelques-unes de ces femmes. Bon, merci beaucoup. Cette étude sur un sujet d'actualité. Là, c'était quand même des femmes qui avaient beaucoup consulté en urgence, c'est ça? Mais pas forcément aux urgences. Alors, on a exclu, là, sur les 7000 qui sont les résultats des 7000, on exclut toutes celles dont le premier examen gynéco avait été réalisé dans un contexte d'urgence. Donc là, ce sont toutes des femmes qui ont consulté de manière prévue, rapide peut-être, mais sur des consultations prévues, planifiées. Et est-ce que vous avez essayé, ou est-ce qu'il y a dans la salle des personnes qui pratiquent l'examen en décubitus latéral? Alors moi non, j'avoue que la littérature, en le lisant, j'ai été très très surprise. L'ENA, oui, le pratique. C'est un petit peu plus complexe, semble-t-il, mais elle fait des consultations gynéco et ça ne pose pas de problème. L'auteur, Lena Porta, la première auteure. Ah oui, pardon. A testé. Elle a testé. Oui. D'accord. Je crois que les anglo-saxons l'utilisent beaucoup. Oui. En France, c'est pas encore passé dans les mœurs, mais bon, on va peut-être s'y mettre. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions? Oui? Vous avez un micro devant? Je vous remercie pour votre présentation. Dans les facteurs qui ont influencé le vécu, est-ce que vous avez pris en compte le motif de consultation? Alors oui, il est prévu, il a été prévu, il n'est pas présenté, mais il a été pris en compte. Ce sont des consultations essentiellement pour contraception. Ce sont de jeunes femmes et c'est information sur les premiers rapports sexuels et information sur la contraception. Encore une fois, on n'a pas dans ce vécu-là les motifs de consultation d'urgence, puisque ça ne faisait pas partie, c'était l'analyse des populations en sous-groupe. Mais si on se concentre sur les femmes qui consultent de manière d'urgence, il n'y avait pas forcément un mauvais vécu non plus. Merci. Mais ce n'était pas forcément un examen finalement indispensable. Exactement. Très bien, ben, merci beaucoup. Et nous pouvons...
Et donc, nous allons maintenant accueillir Camille Cusocrea pour écouter son topo sur l'impact du premier confinement pour Covid-19 sur les consultations aux urgences gynécologiques d'un CHU. Voilà, Camille Cusocrea. Bonjour, on m'entend ? Bonjour. Je remercie le comité scientifique de me permettre de présenter mon travail, mon mémoire de fin d'études de sage-femme sur l'impact du confinement sur les urgences gynécologiques, étude qui a été menée sur les périodes pré, per et post-confinement. Donc, une des préoccupations communes aux établissements de santé est la gestion du nombre croissant des patientes dans les services d'urgence, avec un flux permanent de patientes de jour comme de nuit et un chiffre en perpétuelle évolution. Un chiffre du CNGOF a montré que les urgences gynéco-obstétricales peuvent représenter jusqu'à 14 000 patientes par an dans les plus grandes structures hospitalières. Un petit rappel sur la période Covid. Donc, l'état de pandémie a été établi par l'OMS le 11 mars 2020 et un confinement a été établi en France du 17 mars au 10 mai avec une fermeture des établissements non essentiels, une restriction de mouvement, sauf pour les raisons de santé, ce qui a entraîné du coup un remaniement des ressources humaines et logistiques et une réorganisation des services d'urgence pour s'adapter à ces nouveaux besoins. De là est venue l'idée de ce mémoire, et l'objectif principal de ce mémoire était la comparaison des motifs, diagnostics et devenirs des différentes consultations pendant les 3 périodes, et également la mesure de l'incidence du confinement pour voir le réel impact qu'a amené ce confinement sur les urgences gynécologiques. Nous avons donc mené une étude de cohorte rétrospective entre le 17 mars et le 10 mai 2019, 2020 et 2022. Nous avons décidé de ne pas étudier l'année 2021 due à la mise en place d'un confinement partiel, ce qui représentait un biais à notre étude. Cette étude était monocentrique sur le CHU de Nice, avec un total de patientes étudiées de un petit peu plus de 3000 patientes. Et les critères d'inclusion étaient donc les femmes de tout âge ayant consulté aux urgences pour motif gynécologique ou obstétrical avant 24 semaines, puisque au CHU de Nice, avant 24 semaines, les patientes sont traitées aux urgences gynécologiques. Pour ce qui est de nos résultats, donc au niveau des motifs de consultation, ils étaient principalement uniques, que ce soit pour des motifs gynéco ou obstétricales avant 24 semaines, avec comme motifs principaux, les 2 motifs principaux étaient les douleurs abdominopelviennes et les métrorragies, que ce soit pour les consultations gynécologiques et obstétricales, malgré certaines modifications au niveau des pourcentages. Dans l'ensemble, on n'a pas remarqué de changement significatif au niveau des motifs de consultation sur la période pandémique. Et au niveau du volume de consultation, tout motif confondu, on a eu une diminution par contre du nombre de motifs pendant la période confinement, ce à quoi on s'attendait. Au niveau des diagnostics, l'analyse était à peu près similaire, avec pas de changement significatif notable et une diminution des motifs pendant la période du confinement. Au niveau du devenir de ces patientes, la différence a été surtout mise en avant au niveau des consultations pour motifs gynécologiques. Plus de 90% des patientes retournaient à domicile après leur consultation, mais on a observé une augmentation des hospitalisations pendant la période du confinement et augmentation des hospitalisations qui a été maintenue en période post-confinement. Pour les patientes qui ont consulté pour motif obstétrical, cette différence n'a pas été observée. Et au niveau de l'incidence du confinement, comme on s'y attendait, on a eu une diminution des consultations pendant la période du confinement et une réaugmentation en période post-confinement qui était assez similaire avec la période pré-confinement. Pour ce qui est du nombre de consultations par femme, c'est resté assez similaire pendant les 3 périodes. Du coup, on a fait un petit point sur l'évolution sociodémographique, même si on ne l'a pas présenté au niveau des résultats. Au niveau de l'âge, ça n'a pas été très changeant au niveau des différentes périodes. Par contre, au niveau de la parité, il y a une petite erreur, je suis désolée, dans le diaporama. Au niveau des périodes pré- et per-confinement, on avait une majorité de patientes multipares. Et au niveau de la période post-confinement, on avait par contre une majorité de patientes nullipares. Dans la littérature, c'était l'inverse. Au niveau per-confinement, on avait déjà une majorité de patientes nullipares et ce renversement était assez attendu et pouvait s'expliquer par une peur des patientes nullipares face à ces nouveaux symptômes de grossesse qui auraient pu les pousser à consulter pendant la période per-confinement, mais qui n'a pas été observé dans notre étude. Au niveau de l'incidence à court terme, on a eu, comme ce qu'on avait vu dans la littérature de manière unanime, une réduction des visites en période per-confinement qui peut s'expliquer par plusieurs hypothèses, une surutilisation des urgences en période pré-confinement et une peur des patientes pendant la période per-confinement de développer des infections nosocomiales, notamment au Covid-19.
Pour ce qui est des diagnostics, on n'a pas eu de différence significative, alors qu'on aurait pu penser que la restriction des mouvements aurait pu entraîner un changement des diagnostics, notamment une diminution du diagnostic pour infection génitale basse et hausse, ce qu'on n'a pas retrouvé dans notre étude. Et par contre, malgré la prise en charge qui est restée la même pendant les 3 périodes, on a vu une différence de la morbidité au niveau des patientes avec une augmentation du taux d'hospitalisation, ce qui pourrait penser que ces restrictions de mouvement ont permis de mettre en avant les véritables urgences pendant la période du confinement et donc du coup montrer une efficacité, une visite plus efficace des patientes dans les services d'urgence pendant le confinement. Pour ce qui est de l'incidence à long terme, donc on a vu un retour du nombre de visites en période post-confinement et même au-delà de ça, un dépassement du nombre de consultes en post-confinement par rapport au pré-confinement, ce qui pourrait s'expliquer par un effet rebond de la diminution en pré-confinement et donc du coup un retour des patientes en force en post-confinement. Du coup, cette étude a permis de mettre en avant la nécessité d'adaptation et d'amélioration du système de santé pour les futures potentielles pandémies et a permis de mettre en avant le développement de la téléconsultation qui a eu lieu pendant la période du confinement et qui a permis un accès de soins pour tous pendant ces périodes de restriction de mouvement, même si cette téléconsultation reste limitée dans le domaine de l'urgence par l'impossibilité de faire un examen clinique et des prélèvements biologiques. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques ? Il y a aussi des études qui ont été faites sur la contraception, l'accès à la contraception pendant le confinement aussi. Et sur les IVG, ouais. C'est plus détaillé dans l'entièreté du mémoire, là c'était une petite partie. Là, vous aviez regardé aussi ou pas? Non. J'ai regardé l'accès un petit peu aux IVG, après là c'est vrai que c'était très tourné sur les urgences gynécologiques et les visites. Une très belle étude. Merci. Très bien. Merci beaucoup. Alors, nous allons maintenant accueillir Chloé Gaillard pour l'écouter sur violence et épuisement professionnel des internes de gynécologie obstétrique. C'est une enquête nationale. Il faut juste cliquer, oui. Bonjour à tous. Donc, Chloé Gaillard, je suis interne en gynécologie obstétrique à Rennes. Et je remercie la GOF et toute l'organisation de me laisser l'opportunité de présenter cette étude qui porte sur les violences professionnelles hospitalières et le burn-out chez les internes de gynécologie obstétrique en France. Donc pour commencer, le syndrome d'épuisement professionnel qui est plus communément appelé burn-out, qu'est-ce que c'est? C'est l'épuisement physique, émotionnel et mental qui résulte d'un investissement prolongé dans les situations de travail très exigeantes sur le plan émotionnel. Donc c'est vraiment un phénomène progressif lié à un stress chronique, beaucoup plus lié à l'environnement de travail qu'à l'individu lui-même. 3 dimensions le composent, l'épuisement émotionnel, donc la fatigue, l'usure progressive, la dépersonnalisation, le fait de se désinvestir, et la diminution de l'accomplissement personnel. Le burn-out, ça touche tous les métiers, tous les pays, et d'autant plus les médecins, encore plus les chirurgiens, et encore plus les internes, avec beaucoup d'effets négatifs à la fois sur leur bien-être à eux et la prise en charge des patients. Aujourd'hui, aucune étude n'a analysé le burn-out chez les internes de gynécologie obstétrique en France. Ce qu'on sait également, c'est beaucoup de facteurs dans l'environnement éducatif qui contribuent à l'apparition du burn-out, et notamment les violences professionnelles, qui englobent discrimination, intimidation, harcèlement, et qui peuvent contribuer au burn-out. On n'a pas non plus d'études aujourd'hui qui analysent les violences chez les internes de gynéco-obst en France, ni qui étudient l'association entre les violences et le burn-out. Donc, les objectifs de cette étude étaient d'évaluer la prévalence des violences professionnelles chez les internes de gynéco-obst en France, d'évaluer la prévalence du burn-out, est-ce qu'il existe une association entre les deux, et d'identifier les potentiels facteurs de risque du burn-out. Nous avons donc récupéré les réponses à un questionnaire qui a été envoyé à tous les internes inscrits au DES de gynéco-obst en France, un questionnaire qui était en ligne, basé sur l'anonymat et le volontariat. Sur environ 1020 internes, on a obtenu 625 réponses, qui fait un taux de réponse à plus de 60%, avec des caractéristiques qui étaient similaires à la population globale des internes de gynéco-obst en France, 85% de femmes et une bonne répartition dans les semestres. On a aussi inclus les docteurs juniors. Dans notre population, les internes déclarent travailler en moyenne 65 heures par semaine, avec 4,6 gardes par mois. 94% des internes travaillent plus de 48 heures légales, et 80% environ estiment avoir leur repos de garde systématiquement respecté. En ce qui concerne notre objectif principal d'évaluation des violences professionnelles, grâce au questionnaire NAC, on estime que plus de la moitié des internes de gynéco-obst sont victimes de harcèlement moral, 3 quarts occasionnellement et 1 quart fréquemment.
On leur a ensuite demandé qui étaient les victimes, les auteurs de ces violences et dans quel lieu. Et 3/4 d'entre eux citent les praticiens hospitaliers, la moitié nomme les PUPH, puis les CCA et les sages-femmes. Dans quel lieu? 60% citent la salle de staff, puis le bloc opératoire, la salle de naissance et enfin les urgences. Concernant le burn-out, donc je vous rappelle les 3 dimensions épuisement, dépersonnalisation et accomplissement, divisées en score bas, modéré et élevé, et 1/4 de notre population ont un score élevé d'épuisement émotionnel, 35% un score élevé de dépersonnalisation, et 25% ont une baisse de l'accomplissement personnel. En ce qui concerne le burn-out global, qui est défini par un score élevé d'épuisement émotionnel et un score élevé de dépersonnalisation, dans notre population, 18,4% des internes ont un risque élevé de burn-out global. Concernant la dépression et l'anxiété, grâce au questionnaire HADS, on estime que 31% de notre population ont un trouble anxieux avéré et 9% un trouble dépressif avéré. On leur a ensuite demandé s'ils avaient eu des idées suicidaires, à savoir que vie entière, la prévalence c'est 9%. Ici, on leur demandait s'ils avaient eu des idées suicidaires uniquement lors de l'internat et 21,5% déclarent en avoir eu. 4% n'ont pas souhaité répondre. Parmi ceux qui ont eu des idées suicidaires, 17% ont un suivi psychiatrique et 33% un suivi psychologique. Ce qui signifie que 67% des internes de gynéco-obst ont des idées suicidaires sans aucun suivi psy. On a voulu analyser du coup l'association entre les violences et le burn-out. Et en analyse univariée, on retrouve qu'il y a un lien statistiquement significatif entre l'exposition aux violences professionnelles et l'apparition du burn-out, confirmé avec un score ajusté, avec un odds ratio à 7,44. L'analyse multivariée d'évaluation des facteurs de risque du burn-out retrouve à nouveau l'exposition aux violences professionnelles. Un interne qui est victime fréquemment de violences a plus de risque d'être en burn-out avec un odds ratio à 9,39. Et comme autre facteur de risque retrouvé, le nombre d'heures travaillées par semaine, notamment lorsqu'il est supérieur à 70 heures, est plus à risque de burn-out avec un odds ratio à 3,69. Donc, plus de la moitié des internes de notre population déclarent être victimes de harcèlement moral. Un interne sur 5 est à risque élevé de burn-out global et il existe une association entre les violences et le burn-out dans notre population. L'autre facteur de risque retrouvé était le nombre d'heures travaillées, surtout lorsqu'il est supérieur à 70 heures par semaine. Les forces de notre étude, donc c'est une étude qui est nationale avec un grand effectif et un bon taux de réponse qui permet d'estimer vraiment précisément les prévalences à l'aide de questionnaires qui sont validés et standardisés à la fois pour les violences, le burn-out, la dépression et l'anxiété. Les biais, j'en vois 2. Le biais de mémoire, puisqu'on posait des questions sur des périodes passées, allant jusqu'à 6 mois avant. Et les biais de sélection, puisque forcément un interne qui est plus concerné par le sujet va tendre à plus répondre, donc à surestimer les résultats. Mais à contrario, beaucoup d'internes ont refusé de répondre parce qu'ils avaient peur des conséquences et des représailles, donc l'un dans l'autre, peut-être qu'ils se pense. En conclusion, donc, il s'agit de la première étude nationale qui offre une évaluation globale à la fois sur l'exposition aux violences et le lien avec le burn-out, qui peuvent permettre de guider les efforts d'amélioration. On a vu que les violences étaient répandues dans cette population interne et à quel point les conditions et l'environnement de travail contribuaient au burn-out et pouvaient permettre de le prévenir si on intervenait dessus. Néanmoins, on a trouvé un lien et une association, mais en aucun cas une causalité. Donc il pourrait être intéressant de mettre en place des interventions et d'évaluer leur effet à long terme. Et je tiens quand même à préciser que sur les réponses des internes à des questions ouvertes, malgré les difficultés rencontrées, il existe une vraie participation pour cette spécialité et une volonté de continuer à l'exercer dans la bienveillance et la bientraitance. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Bon, cette étude, des résultats bien préoccupants, hein, mais effectivement, il va falloir agir. Est-ce que c'était anonyme ou pas? C'était anonyme. Oui. Parce que vous disiez qu'il y en avait qui avaient peur de répondre, mais c'était quand même anonyme. Oui. Vous avez peur qu'on les retrouve selon leur semestre et leur ville, peut-être? C'était très difficile parce que malgré l'explication de l'anonymat, au tout début, j'ai eu vraiment peu de réponses. Il a fallu relancer. Et j'ai parlé à pas mal d'internes individuellement, référents, des internes, et beaucoup témoignaient en disant qu'ils refusaient de répondre par peur que leur ville soit pointée du doigt. Et à Paris, ça ne pose pas de problème, mais dans certaines villes où il existe uniquement un CHU, avec peur justement des représailles. Il y avait une étude qui avait été faite chez les internes de médecine générale et c'était pas mieux. Oui. Ah oui. Mais bon. Et donc là, au niveau national, il y a eu des choses ça a été diffusé?
ou pas encore? C'est en cours, on rédige l'article. C'est pour cette raison que j'ai aussi rejoint l'AGOF pour qu'on réfléchisse à des solutions concrètes. Donc on espère que ça amène une pierre à l'édifice. Oui, dans certaines villes, il y a déjà, je pense, des dispositifs de mise en place, mais ça ne doit pas être généralisé. Oui, il y a des choses, des tutorats qui se mettent en place, des pratico-pratiques. On sent une prise de conscience générale, mais je pense qu'il faut du temps pour que tout ça soit... Bon, bravo en tout cas pour cette étude. Merci. Une réaction? Bravo Chloé. J'ai juste une petite question. Enfin, déjà, je suis hyper admirative du nombre de réponses que tu as réussi à avoir. C'est bravo parce que tu as un peu lutté et bataillé pour réussir à avoir tout ça. Donc, bravo à toi. Et j'avais une question. Est-ce que tu as déjà des idées potentielles d'intervention ou de choses particulières à faire ou tu as déjà eu des pistes ou dans la littérature, tu as trouvé des choses qui ont été faites ailleurs Alors, on a beaucoup réfléchi là-dessus. C'est assez délicat comme sujet. Et c'est des interventions qui doivent être acceptées aussi par tout le monde. On avait des questions ouvertes à la fin des questionnaires parce que je pense que toute seule, moi je suis qu'une interne et voilà, avec justement de poser la question aux internes sur ce qu'ils voulaient mettre en place et ce qui pourrait améliorer le mieux la condition de l'interne. Et ce qui en ressort beaucoup, c'est surtout la répartition des tâches, avec notamment, d'autant plus aujourd'hui, les tâches administratives qui prennent beaucoup le dessus. Et une volonté de meilleure répartition, donc travailler là-dessus également. Des mises en place de débriefs, le tutorat, le fait de beaucoup plus communiquer. Après, c'est vrai que c'est des choses qui... C'est compliqué. Xavier Akitt de Bordeaux. Chloé, en tout cas, merci beaucoup pour ton travail. J'ai pu voir les résultats sur le congrès de la CGP. Là, je revois encore ces résultats. Ces résultats, pour moi, sont extrêmement alarmants. On avait commencé avec professeur Marais, avec la GOF, d'établir en fait une commission du bien-être de l'interne pour pouvoir étudier un peu les différentes pistes, pourquoi l'interne se sentait mal, pourquoi il y avait des difficultés de formation. Et il y avait Thibaut Tubert aussi de Nantes qui était présent lors de cette commission. Et on se rend compte d'un truc, c'est que en fait, les hôpitaux publics à l'heure d'aujourd'hui, ils sont pressés. Les péages sont effectivement submergés par énormément de démarches administratives. Donc je pense qu'effectivement ce problème cache en fait le sommet de l'iceberg, parce qu'en fait, en gros, le problème est beaucoup plus global. Et je pense vraiment que c'est un manque de moyens hospitaliers qui fait que nous, on se retrouve un peu en étau. Et c'est la même chose après qui expliquerait pourquoi, au niveau des patientes aussi, des consultations qui durent pas beaucoup de temps, où les patientes se sentent mal. Là, moi, j'avais juste une question. Est-ce que dans ton étude, tu avais pris aussi les internes qui étaient dans les cliniques? Oui, tous. D'accord. Parce que effectivement, à l'heure d'aujourd'hui, il y a plein de cliniques mutualistes ou des cliniques privées qui commencent à former des internes. Et c'est vrai que voilà, la question, c'est est-ce que le déplacement de la formation, petit à petit, sur des terrains de stage où la bienveillance est présente, voilà, c'est un débat qui est ouvert. Mais bon. Vous pensez que dans les cliniques, ça serait mieux que... Alors en clinique, est-ce que c'est mieux? Moi, je sais pas. Pour le vécu des internes, bien sûr. Des internes. Alors, moi, là, actuellement, j'ai fait un semestre en clinique. Là, je fais un docteur junior en clinique. Et c'est vrai que en termes d'organisation, je trouve que c'est beaucoup plus simple. On n'a pas les difficultés administratives qu'on peut rencontrer. Le suivi, il est impeccable. On n'a pas de... Tout le monde travaille effectivement dans l'intérêt du patient et dans l'intérêt d'avoir des créneaux rapides, tout doit être en fait accéléré et efficient. Et c'est vrai que du coup, pour moi, ce modèle de pensée, ce modèle de travail, j'ai du mal à comprendre que en fait, ce sont les mêmes médecins qui sont en fait dans le public et dans le privé, mais qu'on a effectivement du mal. Après, je ne maîtrise absolument pas toute l'organisation qu'il y a tout autour. C'est beaucoup plus compliqué que ça, mais je me dis que si dans le privé, ils arrivent à le faire, avec toutes les infrastructures et les moyens qu'on a effectivement dans le secteur public, c'est dommage qu'on ne puisse pas le faire, parce que tous les internes, nous tous, on est formés dans les maisons mères en fait, du CHU, mais alors d'aujourd'hui, effectivement, quand on voit ce constat, on se dit, oui, on ne va pas forcément rester dans un endroit où on a cette malveillance, où on a effectivement ce burn-out. Après, voilà, la jeune génération, je ne pense pas qu'on puisse vouloir faire 120 heures, 140 heures. Moi, j'exagère, mais en fait, le temps passé à l'hôpital, pour avoir discuté avec le professeur Marais, avec Thibaut Tubert, c'est vrai que la nouvelle génération, en tout cas, ne rentrerait pas dans ce cadre-là. Mais c'est bon, dommage, c'est un constat, voilà. Oui, c'est plus pour le côté administratif en particulier, mais peut-être que aussi les cliniques ont su fonctionner sans les internes et peut-être qu'aussi au CHU, on se repose trop sur les internes pour des tâches qui ne leur incombent pas non plus. Hein.
Moi, je voulais juste rajouter, quand tu disais le terme, en termes d'heures, on en avait déjà discuté avec Chloé aussi. Je pense qu'il n'y a même pas que le problème du nombre d'heures, parce que finalement, si on nous dit tous, tu vas bosser 80 heures cette semaine et tu vas passer 60 heures au bloc et 20 heures de consulte et faire que de la médecine. On est en ce moment dans une clinique mutualiste et je fais aussi mon docteur junior. Et effectivement, je fais uniquement de la médecine et les chefs font leurs ordonnances d'ablation de fil. Ils cliquent sur 3 trucs pour faire toutes leurs papiers administratifs et c'est pas nous qui prenons tout le boulot, entre guillemets. Il y en a qui le font, mais globalement, on fait quand même la grosse partie de l'administratif au CHU. Et en fait, on travaille beaucoup dans le stage où on est, mais ça nous dérange pas du tout. Et au contraire, la bienveillance est là et c'est pas tant sur le nombre d'heures, même si ça ressort. Il y a le nombre d'heures au CHU où on passe à faire beaucoup, voilà, juste pour préciser un peu le nombre d'heures, je trouve que c'est important de le dire. Oui, mais tu as tout à fait raison. C'est pas qu'on a envie de bosser moins, en fait. Non, mais oui. On entend plus. De toute façon, vous bossez quand même trop. C'était le point, en 6 minutes, c'était compliqué, mais c'était ça, la répartition des tâches qui ressortait beaucoup avec... les internes aujourd'hui ne travaillent pas de la même manière que les internes il y a 20 ans. Non, c'est sûr. Dernière question, parce que l'heure avance. Ouais. Donc, merci Chloé. Donc, du coup, je suis Christelle Young-Gottimeux. En fait, j'ai proposé ce sujet de thèse, en fait. Et en fait, il y a 2 choses dans tout ce qui est dit, dans tout ce qui ressort. C'est-à-dire que moi, je suis médecin au CHU. Et en fait, je pense qu'on est nombreux à se poser des questions sur comment vont nos internes. Et c'était la raison, en fait, de cette enquête, pour qu'on en prenne conscience et qu'on mette en place des mesures adaptées pour que, en fait, vous soyez bien. Le but, c'est pas de travailler des internes qui ne vont pas bien. Donc, c'est une chose. Et donc, ça, ce travail, son but, c'est qu'il soit diffusé, qu'on en prenne conscience réellement, parce qu'il y a des chiffres, on ne peut pas nier les chiffres, et qu'à partir de là, on travaille tous ensemble, en fait, pour améliorer les conditions des internes. Et encore aller plus loin, parce qu'on parle des internes, mais c'est global, en fait. Il y a un mal-être global de beaucoup de praticiens à l'hôpital. Il y a quand même un taux de suicide, et donc le profil type, c'est la femme seule chirurgien, quand même. Et donc, c'est pas que les internes, en fait. Donc, en fait, c'est très global. On a tous envie que ça aille mieux. Je pense, et je comprends votre analyse, mais je pense que d'opposer public-privé, je ne suis pas sûre que ce soit forcément, en fait, l'angle de vue qu'il faut prendre, même si j'entends qu'il y ait des adaptations administratives qui fassent que vous ayez moins cette pression-là et qu'elle est énorme, mais elle est énorme aussi pour nous, en fait. Et donc, qu'on arrive, non, mais bien sûr, mais c'est vraiment ça. Et qu'on arrive, du coup, à travailler tous ensemble, parce que je pense qu'effectivement, clinique et CHU, on a beaucoup à apporter à la formation ensemble. Et l'autre chose, et l'autre point où je suis tout à fait d'accord avec toi, Marie, c'est la question du sens. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que le nombre d'heures, alors certes, il ressort, mais en fait, le nombre d'heures, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire que c'est le sens qu'on donne à son travail, c'est le sentiment d'accomplissement, comme tu disais très bien, c'est la valorisation, c'est tout ça. Et ça, sans doute que, en fait, globalement, on ne le fait pas assez. Sans doute qu'on doit en prendre conscience et voir comment vous pouvez vous sentir, comment on peut tous se sentir plus épanouis, parce qu'on a tous envie de travailler ensemble. Voilà, c'était ma dernière. Très bien, merci. Oui, puis il y a tout le problème aussi de la reconnaissance, mais ça touche effectivement tous les corps de métier, à tous les niveaux et tous les médecins aussi. Bon, allez, pour clore cette session, nous accueillons Céline Solignac. Ah non, c'est Géraldine Giraudet. Sur parcours et vécu des femmes atteintes de ménorragie. Merci Sophie de ton introduction. Effectivement, je remplace Céline pour vous présenter les résultats de l'étude Ménovie, qui est une étude réalisée grâce au laboratoire Gédéon Richter avec l'aide de l'Institut Ipsos à laquelle j'ai participé. Moi, je faisais partie, pour rebondir sur la présentation précédente de Chloé, merci pour ton travail, je faisais partie de ces PH chirurgiens de CHU harcelants, très probablement. Et je suis très d'accord avec ce que vous avez dit, avec ce que tu as dit, Xavier, sur la pression et la partie immergée de l'iceberg, parce qu'effectivement, c'est tout le monde qui va mal, je pense. On pourrait faire cette même étude chez les PH également, chirurgiens du CHU, et voilà. Et effectivement, tout est plus simple dans le privé, mais ça, c'est une autre discussion. Donc, je reviens au sujet principal de ma présentation, qui est l'étude Ménovie. Donc, c'est une étude
étude, une enquête transversale qui a été menée en ligne par le laboratoire Gédéon Richter en partenariat avec l'Institut Ipsos, qui a déjà porté sur un premier volet qui était les prévalences des ménorragies chez les femmes françaises, avec un échantillon représentatif de 2000 femmes âgées de 16 à 55 ans. Et donc, des questionnaires ont été envoyés à ces patientes pour déterminer la prévalence des ménorragies. Et puis ensuite, il y a eu un deuxième volet de cette étude qui a consisté en l'étude du parcours et de vécu de ces femmes atteintes de ménorragie, avec à ce moment-là 925 femmes qui étaient âgées de 16 à 55 ans et qui venaient du panel Ipsos, et 125 qui revenaient du réseau EndoFrance. Alors, cette étude, on pourrait la développer en 6 minutes. Il a fallu vraiment choisir les points majeurs à vous présenter, mais il y a énormément de données qui sont extrêmement intéressantes. La première donnée qui m'a paru intéressante à vous présenter, c'est le fait que seulement une femme sur 2 consulte pour problème de ménorragie. Donc, chez une femme ménorragique, elle va consulter qu'une fois sur 2. Donc, il y a probablement un problème d'éducation au départ de notre part sur ce que sont les ménorragies, sur le fait que ce n'est pas normal de saigner beaucoup et sur le fait qu'on a peut-être des solutions à apporter à ces patientes. Donc, 1 sur 2 seulement consulte. Elles vont consulter en moyenne 2,4 ans après l'apparition des premiers symptômes, et le diagnostic, entre la première consultation et le diagnostic, il y a encore 2,2 années qui s'écoulent. Alors, les ménorragies ne sont pas isolées. En général, la patiente qui est ménorragique, elle a 5,4 symptômes et va s'associer à cela une fatigue chronique dans 55% des cas, des douleurs dans près de 40% des cas, des saignements anormaux en dehors des règles, donc des métrorragies, parfois des envies fréquentes d'uriner dans 28% des cas, des problèmes dans la sexualité dans 26% des cas, une constipation dans 25% des cas, et puis des problèmes de fertilité dans 16% des cas. Donc le symptôme n'est en général pas isolé. Vous voyez que quand on parle douleur chez ces patients ménorragiques, ce sont des douleurs qui sont extrêmement importantes, puisque en moyenne, la douleur est évaluée à 6,7 sur 10, avec quasi 80% des patientes qui présentent des douleurs intenses, voire très intenses. Donc ce n'est pas une petite douleur, c'est vraiment des douleurs qui sont très importantes et impactantes sur la qualité de vie de ces patientes. Quand on les interroge sur l'identification des causes des ménorragies, vous voyez que 43% des femmes disent qu'on n'a pas retrouvé de cause. Donc globalement, elles sont un petit peu dans le flou, elles ne savent pas très bien à quoi sont liés leurs problèmes. Alors quand on les interroge sur la cause, pour celles qui savent, vous voyez que 24% des patientes disent qu'elles ont de l'endométriose et que c'est pour ça qu'elles saignent. Donc il y a probablement une confusion avec l'adénomiose à ce moment-là, et ça c'est probablement dû au biais lié au fait qu'il y a le panel EndoFrance qui a été inclus à ces patientes. 18% parlent d'un déséquilibre hormonal, 14% de fibromes utérins, et puis toutes les autres causes que nous pouvons connaître. Ce qui est intéressant également, c'est que vous voyez que 50% seulement des patientes ménorragiques se sont vues proposer un traitement médical, 40% n'ont eu qu'un traitement médical de proposer, 27% des patientes ont eu un traitement chirurgical qui leur a été proposé, et 17% ne se sont vues proposer qu'un traitement chirurgical. Et 31% des patients, donc une patiente sur 3, n'a eu aucun traitement de proposé pour essayer de traiter le symptôme ménorragique. Donc ça, c'est assez questionnant sur notre prise en charge concernant ces patientes. Par contre, ce qu'on voit, c'est que près de 50% des patientes ont eu recours à ce qu'on appelle les médecines douces ou alternatives. Et vous voyez que 39% vont aller voir un ostéopathe, 32% un homéopathe pour des saignements, donc vraiment quelque chose de clairement gynécologique. 26% font de la relaxation, 24% du yoga, 22% de l'acupuncture, aromathérapie, etc., etc. Donc elles ont recours en moyenne à 2,6 médecines douces ou alternatives pour trouver une solution à leur saignement trop abondant. Quand on regarde l'impact sur la qualité de vie, vous voyez que cet impact est très important, parce que sur une échelle sur 10, il y a un impact physique, psychologique, sur les loisirs, etc., qui est de plus de 6 sur 10. Et après traitement, certes, il diminue, donc on est content, mais quand même, il y a toujours un impact sur les différentes catégories de la vie d'une femme, qui est toujours de l'ordre de 4 sur 10, donc qui est, malgré le traitement, toujours important.
que nous dit cette étude? Cette étude nous dit, je trouve, elle montre bien que d'une part, les patientes ne sont pas, et les femmes en général, ne savent pas ce que sont des règles normales et ce que sont des règles abondantes. Donc on a probablement un devoir d'éducation à faire auprès des femmes pour leur expliquer ce que sont des règles hémorragiques. Ce n'est pas normal de saigner beaucoup. Ça peut entraîner des douleurs associées, de la fatigue. Et donc il faut probablement mieux éduquer. Et puis il faut mieux traiter aussi. Il y a probablement tout un travail à faire sur l'organisation de réseaux de soins autour de la femme ménorragique qui prendra en compte ses causes, ses conséquences, qui pourrait lui proposer différentes options thérapeutiques dont les médecines dites alternatives. Et il faut trouver des correspondants, il faut pouvoir proposer une prise en charge holistique. Alors ce terme est très à la mode, mais il a tout son sens dans la prise en charge de ces patientes qui saignent. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Géraldine, cette belle étude. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions? Non. Et c'était dans le but de traitement qui devrait bientôt sortir? Alors, pas spécifiquement, hein, puisque Gédéon Richter, enfin, je ne suis pas une représentante de Gédéon Richter, je tiens à le préciser. Tu sais, Géraldine. Mais c'est vrai qu'ils sont très investis dans la santé de la femme, avec effectivement de nouvelles molécules qui vont sortir pour le traitement des fibromes utérins. Donc ça prend tout son sens dans ce contexte-là. Mais c'est aussi l'étude Endovie qui a été aussi réalisée par Gédéon avec l'Institut Ipsos sur l'endométriose, qui met vraiment en lumière, je trouve, des problématiques qui sont juste sous notre nez, mais dont on ne tient pas compte. Et donc, ce n'est pas que pour le traitement à venir, mais vraiment pour mettre en évidence des pistes de réflexion sur le parcours de ces patientes. Très bien, merci. Effectivement, oui, on a encore beaucoup à faire pour la prévention et pour l'information de nos patientes. Très bien, bah écoutez, la session se termine. Merci beaucoup à tous les intervenants et également aux spectateurs. Et puis bonne fin de congrès.